Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. 3 maternités de l'arrondissement communal à Niamey 2 ont bénéficié ce matin d'un don offert par le député Soumana Sanda. Une façon pour lui d'apporter sa contribution aux femmes et au personnel de la santé. Le résumé avec Assamaou Seydou et Ibrahim Abdou. Bancs, bureaux, chaises, brouettes, râteaux, pelles, groupes électrogènes et des produits d'entretien, telle est la composition de ce don offert par l'honorable député Soumana Sanda au profit des femmes des 3 maternités de l'arrondissement communal Niamey 2. Un geste qui vise à contribuer à l'amélioration de la santé de la population en général et celle du quartier Bukoti, Lazare et Dar Salam en particulier. L'honorable député Soumana Sanda, fidèle à sa tradition d'apporter assistance aux populations de Niamey, notamment les plus démunies, et conscient des difficultés que les femmes et les enfants qui fréquentent nos centres de santé rencontrent, n'a pas dérogé à la règle en mettant à la disposition un don en matériel dont j'ai l'honneur de vous remettre à l'occasion de cette cérémonie qui nous réunit ici aujourd'hui. Tout en restant persuadé que beaucoup reste à faire, il n'en demeure pas moins que cet appui, venu à point nommé, va permettre, un temps soit peu, de renforcer les capacités opérationnelles de la maternité. Je fonde l'espoir que ce don, certes à la fois modeste et symbolique, sera utilisé à bon escient. Cette donation, combien importante pour les bénéficiaires, est saluée par le maire du 2e arrondissement et les directrices des maternités concernées. L'honneur me choisit de prendre la parole et pour, d'une part, remercier très sincèrement tous ceux qui ont effectué le déplacement, mais aussi transmettre nos sentiments de reconnaissance, n'est-ce pas, et aux généreux donateurs. J'ai parlé de l'honorable député Soumana Sanda. Et monsieur le représentant du donateur, cet appui vient à point nommé car il vient renforcer le dispositif déjà en place au sein de cette maternité. C'est pour remercier toute la délégation pour ce don-là qui nous a été destiné. Et ce don-là nous va droit au cœur. Par le personnel et la population aussi du CSI Lazare. Donc nous les remercions beaucoup. Vraiment, c'est un geste qui nous va droit au cœur. Alhamdulillah, on va le mettre à qui de droit, Inch'Allah. Nous remercions vivement le député Soumana Sanda. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il nous épaule. Et nous le remercions et nous prions le bon Dieu de l'aider dans toutes ses tâches. Grâce à l'effort du député Soumana Sanda, la maternité Dar Salam a été électrifiée. Cette occasion a été saisie par les femmes de cette maternité pour procéder au débroussaillage de la dite maternité. Le médiateur de la République, Grand Croix de l'Ordre national du Niger, Maître Ali Sirfi Mega, a procédé ce matin à Dosso au titre de la région au lancement officiel de la campagne de plaidoyer sur les enjeux de l'actualisation des cadres juridiques protégeant les femmes et les jeunes filles des violences dans le cadre du programme Spotlight au Niger. Le compte rendu avec Ismaël Moumouni. Mettre fin aux pratiques malsaines que subissent les couches vulnérables de la société a envie de contribuer à l'amélioration du cadre légal et réglementaire et son application effective avec les conventions internationales ratifiées en matière de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, objet de cette campagne de plaidoyer à Dosso, organisée par la médiature de la République. Notre action consiste d'abord à revisiter les lois et règlements de la République pour introduire plus d'égalité, plus d'équité, plus de justice et plus de garantie en consolidant ainsi l'avenir, les droits de la femme et de la jeune fille.
Ensuite, nous allons envisager une entrée, notamment à l'action permanente, pour briser les chaînes qui nous confinent dans l'obscurantisme. En somme, au-delà du toilettage des textes, pour les adapter à l'évolution de notre temps, il faut aussi créer les conditions d'un changement de mentalité à tous les niveaux. Parce que les auteurs de ces violations sont peut-être dans un enfermement culturel qui leur donne une grossière appréciation des droits et devoirs de la personne humaine. Après le message de bienvenue de l'autorité administrative de la cité des Armakoy, la représentante du PNUD a rappelé que Dosso fait partie des régions les plus affectées par cette pratique. Dosso, comme les autres régions, est également concerné par les questions de violence à l'endroit des femmes et des filles, comme en témoignent les résultats de l'étude sur les déterminants des violences basées sur le genre, étude conduite par le ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant en 2015. En effet, selon cette étude, Dosso, tout comme Zender, compte 64,1% de filles mariées avant l'âge de 15 ans. De même, la région compte 39,3% de personnes, hommes et femmes, ayant subi au moins une forme de violence au cours de l'année précédant l'étude. Il convient donc, dans ce cas, que nous réfléchissions à trouver les stratégies idoines pour y faire face. Cette activité, initiée par la médiature de la République, soutenue par le PNUD, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme Spotlight au Niger. 6 septembre 1965, 6 septembre 2021, voilà exactement 56 ans que la République indienne s'était attaquée à la République islamique du Pakistan. À cette occasion, l'ambassadeur du Pakistan au Niger a organisé une réception pour commémorer la bravoure des soldats pakistanais. C'était à l'hôtel Radisson Blu de Niamey en présence de plusieurs invités. Le compte rendu avec Ibrahim Boubacar et Ibrahim Abdou. C'était en présence des membres du gouvernement, des représentants diplomatiques et d'une importante communauté pakistanaise résidente au Niger que l'ambassade du Pakistan au Niger célèbre à travers cette réception la 56e journée de la défense de la République islamique du Pakistan. Après les hymnes nationaux des deux pays et la coupure du gâteau, dans son discours, l'ambassadeur n'a pas tari d'éloges sur la bravoure de l'armée pakistanaise qui a vaillamment repoussé l'offensive de leurs grands voisins indiens. Il pensait que l'armée pakistanaise et les forces paramilitaires pakistanaises ne pouvaient pas être à mesure de pouvoir résister à cette attaque, encore moins de se défendre et même d'entrer dans une partie du territoire. L'un des généraux qui avait écrit des rapports sur ces attaques avait lui-même dit, lorsque je me suis rendu sur la partie du territoire qui a été envahie, où nos troupes ont pénétré à Lahore, j'ai remarqué des véhicules militaires indiens brûlés, des équipements militaires incendiés. J'ai même remarqué des véhicules militaires, les clés dessus, qui étaient en marche. Donc les occupants de ces véhicules-là, ils ont abandonné leurs véhicules pour fuir. Et cela semblait difficile pour un voisin 6 fois plus grand que le Pakistan. Donc pour eux, c'était comme un jeu d'enfant. Il fallait envahir le Pakistan, détruire le Pakistan, faire du Pakistan, morceler le Pakistan, ou alors faire du Pakistan une colonie. Invité d'honneur de la cérémonie, le ministre nigérien du Commerce et de l'Industrie dresse son message à l'endroit de la communauté pakistanaise. Donc je voudrais, au nom du peuple nigérien, remercier l'ambassadeur du Pakistan au Niger qui nous a fait l'amitié de nous inviter et puis marquer toute notre solidarité avec le peuple pakistanais. Le message que je voudrais, c'est d'abord vraiment un message de remerciement et puis d'encouragement. Nous avons un ambassadeur qui est très dynamique, qui est très engagé pour participer au développement du Niger. Et je peux témoigner en tant que ministre de l'Industrie de l'engagement de M. l'ambassadeur pour faire du Niger un pays émergent.
Il faut rappeler qu'au cours toujours de la présente cérémonie commémorative, un film documentaire a été projeté retraçant les images de la riposte et un défilé militaire de l'armée pakistanaise. Le volet reportage de cette édition s'intéresse à la consommation excessive des boissons gazifiées, qui n'est pas sans conséquence sur la santé de la population qui s'adonne depuis un certain temps à cette pratique. Le reportage est signé Nafisa Yahaya et Aboubakar Souley. Depuis quelque temps, l'on constate une prolifération des boissons gazifiées dans la ville. Une prolifération qui pousse certaines personnes à une consommation excessive de ces jus, chose qui n'est pas sans conséquence sur la santé. La consommation, en tout cas excessive de ces boissons gazeuses qu'on voit en tout cas partout, en tout cas qui viennent de toutes parts, qui sont de toutes sortes. En tout cas, les risques auxquels les gens peuvent s'exposer, en tout cas en consommant, en tout cas de manière excessive ces boissons, c'est d'abord le risque d'obésité, c'est également le risque, si vous voulez, de diabète. Donc, au-delà de ces risques-là, il y a bien d'autres problèmes de santé qui peuvent, en tout cas, survenir. Et c'est notamment parce qu'il y a beaucoup de produits qui sont utilisés qui peuvent être effectivement cancérigènes. En tout cas, ils sont nombreux, en tout cas ces substances-là, notamment de conservation, en tout cas qui sont des ingrédients, si vous voulez, ou de ces boissons-là, qui peuvent être, si vous voulez, peuvent être dangereuses effectivement pour la santé, bien sûr, quand on consomme. En tout cas, exclusivement ces produits-là et à long terme. Et surtout, il y a un autre volet que les gens, en tout cas, négligent, c'est les conditions de stockage de ces produits. Au-delà de ces conditions de stockage de ces produits, c'est, si vous voulez, la qualité de ces produits-là qui reste à désirer. Parce que tous ces produits ne sont pas, en tout cas, toujours, n'ont pas été fabriqués, si vous voulez, dans les bonnes conditions. Ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup d'expertise à la matière pour nous dire si c'est des produits, en tout cas, qui peuvent être pris sans aucun risque, en tout cas sanitaire. Pour les revendeurs, ces boissons gazifiées sont les plus sollicitées par les consommateurs, notamment lors des cérémonies de baptême ou de mariage. Je vends des boissons de plusieurs variétés, notamment les jus gazifiés. Les boissons les plus achetées sont les boissons gazifiées. Cependant, chacun a son goût, parce qu'il y a ceux qui achètent aussi les autres. En témoigne ce consommateur qui a une préférence pour le Coca-Cola. Je prends les boissons gazifiées en canette, mais chacun a son goût. Quand je prends ces boissons gazifiées, je suis content. Pour éviter certaines complications, la modération dans la consommation de ces boissons est fortement recommandée par le médecin. Le coup d'État en Guinée-Conakry continue à susciter des réactions. Ici au Niger, c'est le président du PJD, Hakika Maman Hamissou, qui réagit. Voici ce qu'il en pense. Mais ce que les gens oublient, lui, le pouvoir, il a ses limites. Vous ne pouvez pas éternellement maltraiter le peuple. Le peuple là, vous ne pouvez pas éternellement penser que le peuple ne comprend pas grand-chose, il ne comprend pas grand-chose. Donc, lorsque des situations de crispation se présentent, lorsque vous créez des conditions d'élection truquées, lorsque vous créez des conditions d'élimination d'adversaires politiques, lorsque vous créez des conditions de code électoral fabriqués, lorsque vous créez des conditions de constitution de patrouiller, il faut vous attendre à tout. Mais ce qui est beaucoup plus déplorable, ce n'est même pas l'élite, c'est les organisations africaines qui sont pitoyables. Aujourd'hui, je sais qu'il y a le sommet des chefs d'État de la CEDEAO, c'est une honte. Qu'est-ce qu'ils ont fait en dehors de Issoufou? Aucun chef d'État parmi les membres de la CEDEAO n'avait affronté Alpha Condé. Issoufou l'a affronté.
Issoufou lui a dit, arrête ton projet là. Tu n'es pas le seul Guinéen. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait. Lorsqu'il s'est mis à tirer sur les Guinéens, lorsqu'il s'est mis à maltraiter le peuple guinéen, est-ce que la CEDEAO a fait quoi? Quand il s'est mis à tripatouiller, est-ce que la CEDEAO s'est réunie en conférence pour dire qu'il faut prendre des mesures contre ce Guinéen-là? Parlons de la situation météorologique. À présent, la région de Niamey n'a pas enregistré de pluie depuis plus de 10 jours. Une situation qui s'explique par deux phénomènes, l'un météorologique et l'autre physique, selon le météorologue Ousmane Bawa. On l'écoute. Nous avons toujours des systèmes pluvieux orageux qui passent sur Niamey. Il ne pleut pas comme le système d'hier aussi, c'est un cas où presque toute la bande sud du pays a été arrosée et quand même de quantité de pluie assez importante. Mais malheureusement, c'est sur Niamey que nous n'avons pas eu la pluie. Donc je peux donner les réponses sur deux aspects. L'aspect purement météorologique et également l'aspect un peu physique, n'est-ce pas, dû au microclimat de Niamey. Mais ce que je tiens à préciser d'abord pour le cas spécifique d'hier, n'est-ce pas, qui peut être aussi une explication de votre question. Nous voyons très bien que le système avait commencé sur la partie est du Niger, donc il a balayé toute la bande sud. Vous voyez très bien, Maradi avait enregistré vraiment des quantités de pluie assez importantes, également Tawa, Dosso n'en parlons même pas, le nord de la région de Tillabéri. Mais le système, quand il arrive sur Niamey, chaque fois il s'affaiblit. Pourquoi? Pour d'abord des raisons purement météorologiques, parce que et nous remarquons que sur le centre des régions du fleuve, Niamey fait partie, nous constatons que nous avons des conditions météorologiques qui ne sont pas favorables. Par exemple, vous voyez cette situation-là, nous avons ici un tourbillon avec un système pluvieux orageux qui est en train d'avancer. D'accord? Ici, nous avons également un tourbillon, mais qui est sec, parce que c'est de l'air sec ici. D'accord? C'est un peu la partie nord, c'est de l'air sec qui est en train de tourner ici. Mais ici, sur Niamey, l'air sec est en train de descendre. Vous voyez très bien. Donc cette humidité-là et ce système-là, il sera bloqué parce qu'il y a de l'air qui l'empêche de remonter. Donc ce système-là qui a passé dans la matinée d'hier, il était obligé de passer vers le sud parce que les vents n'étaient pas favorables. Vous voyez, c'est des vents secs qui descendent, n'est-ce pas? Et ces vents secs qui font en sorte que ce système-là qui est en train d'avancer, au lieu de remonter sur Niamey, il est bloqué par ce flux que nous appelons le plus souvent une divergence, d'accord, à 1500 mètres en altitude. Donc il n'y a pas assez d'humidité et le courant des vents qui descendent sont assez forts. Donc le système a été bloqué. Donc en avançant, il était obligé de descendre sur le Nigeria et il a arrosé dessous et dans la matinée. Ça, c'est un cas. Dans l'après-midi, vers 19h, il y a aussi un autre système, on peut le voir ici, d'accord? Le système, là, vous voyez très bien, lui, en venant, il ne peut plus descendre au sud parce que dans la matinée, il a plu. Donc la nuit, il y a eu la fraîcheur, n'est-ce pas? Et la fraîcheur, elle tue le système. Donc le système était obligé de dévier pour aller sur notre Tillabéri. Donc ce qui fait en sorte que le système qui avait passé dans la matinée sur Niamey avait laissé quand même de la fraîcheur. Et dans la nuit, il y avait quand même, hier vous avez remarqué des coups de vent. Hier nuit, vraiment il faisait très frais et le système ne pouvait pas venir sur Niamey parce que les conditions météorologiques n'étaient pas favorables. Le système était obligé de dévier pour aller sur le nord Tillabéri et également sur l'est du Mali. Comme chaque semaine, place à présent à notre rendez-vous hebdomadaire, la chronique juridique. Elle traite cette semaine du thème portant sur la complicité en droit pénal nigérien. Un thème développé par Maître Ahmed Maman, avocat à la Cour. Très bonne réception. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique sur la complicité. La complicité est prévue par l'article 48 et l'article 49 du Code pénal. Il faut entendre notamment par la complicité, c'est tout agissement d'un individu, en tout cas qui concourt à apporter son aide ou son intelligence à la commission d'une infraction. En termes de français facile,
Voilà ce qu'on peut en tout cas retenir comme définition de la complicité en matière pénale. Donc c'est une infraction en réalité, la complicité, c'est une infraction en réalité qui est empruntée d'une infraction principale. Pourquoi empruntée d'une infraction principale? Parce qu'il faut qu'il y ait une infraction commise par un auteur principal pour parler de la complicité ou d'un complice. S'il n'y a pas d'infraction principale, on ne saurait parler de complicité. Il faut que l'infraction reprochée à l'auteur principal soit caractérisée, soit en tout cas constituée pour qu'on puisse aussi établir la complicité d'un individu. Et donc c'est pourquoi en matière pénale, on appelle cette complicité une infraction d'emprunt. On suppose qu'elle est empruntée d'un fait principal. Donc la complicité a 3 éléments constitutifs, comme pratiquement toutes les infractions. Il y a l'élément légal, l'élément intentionnel et l'élément matériel. S'agissant de l'élément légal, c'est qu'elle doit être prévue par la loi. C'est la loi qui prévoit la complicité, c'est cela l'élément légal. L'élément intentionnel, c'est en tout cas apporter son concours à la commission d'une infraction avec intention, donc avec connaissance de cause. C'est cela l'élément intentionnel. Maintenant, s'agissant de l'élément matériel, là aussi, le code pénal, notamment à son article 48 et 49, a fait pratiquement une liste des éléments matériels qu'on peut retrouver dans la constitution d'une complicité. C'est notamment l'aide et assistance, fourniture des moyens, provocation ou instigation. Il faut entendre par aide ou assistance, par exemple, je vais vous donner un cas concret où il y a des acteurs ou des auteurs qui entendent commettre une infraction. Je prends l'exemple de 2 personnes. Une personne, par exemple, va à la rencontre d'une autre personne dans le but de mettre fin à sa vie et demande à une seconde personne de faire le guet, d'attendre dehors pour surveiller le mouvement des gens. Donc, la personne qui attend pour surveiller les mouvements des gens est complice, et parce qu'elle apporte son aide à travers le guet. Voilà ce qu'on peut retenir du premier élément, en tout cas matériel, qu'on peut retrouver dans la complicité. Il y a également la complicité par fourniture des moyens. Il y a un auteur principal qui accepte de commettre le forfait, par exemple qui accepte de tuer, et une seconde personne qui accepte de lui fournir l'arme. Et là aussi, il faut le préciser, c'est en connaissance de cause. Par exemple, quand vous partez au marché, vous payez un couteau dans le but de mettre fin à la vie de quelqu'un. À partir du moment où le commerçant qui vous a vendu le couteau ne sait pas que c'est pour commettre une infraction, on ne saurait dire qu'il vous a fourni, en tout cas, le moyen en connaissance de cause. Il va falloir déterminer si le moyen qui vous a été fourni l'a été en connaissance de cause. C'est en sachant très bien que c'est pour commettre l'infraction que ce outil, ce moyen vous a été remis. C'est en ce moment qu'on peut parler d'infraction ou de complicité. En dehors de ces 2 cas, notamment aide et assistance, fourniture des moyens, il y a ce qu'on appelle la provocation ou instigation de l'infraction. Parce qu'on peut être dans une situation où, soit à travers des dons, on fait des promesses, on peut menacer quelqu'un pour qu'il puisse commettre une infraction, on peut abuser de notre autorité ou de notre pouvoir pour amener une personne à commettre une infraction, on peut utiliser des machinations ou des artifices, en tout cas toute une intelligence pour amener un individu à commettre une infraction. Donc si cette personne commet l'infraction, c'est que nous, on peut être poursuivis pour complicité parce que nous avions utilisé soit notre pouvoir, soit notre intelligence, on a provoqué cette infraction, donc nous sommes complices par instigation ou par provocation. Donc voilà en gros pour ce qui est des différents éléments, en tout cas les éléments matériels de la constitution de la complicité.
Autre chose peut-être à savoir, c'est la répression. Vous savez pertinemment qu'à partir du moment où c'est une infraction qui est prévue par la loi, c'est qu'elle doit aussi être réprimée quand elle est commise. Le code pénal a prévu comme répression de la complicité. La complicité est punie de la même peine que les auteurs, ou le complice est puni de la même peine que les auteurs du crime ou du délit. Que ce soit un délit qui est en cause ou un crime qui est en cause, le complice est considéré du point de vue de la peine comme l'auteur même principal qui a commis le crime ou le délit. Donc voilà pour ce qui est de la répression en matière de complicité. Maintenant, ce thème peut nous amener à aborder ce qu'on appelle la théorie de la complicité donc le complice du complice. Parce qu'on peut être complice du complice sans être lié à l'auteur principal. Par exemple, l'auteur principal qui accepte de commettre le forfait, lui est lié par celui qui fait le guet. Maintenant, celui qui fait le guet peut être lié par une autre personne à qui il demande de lui fournir le moyen, et en connaissance de cause, mais que cette personne qui doit fournir le moyen, en tout cas l'arme du crime, n'a aucun lien avec l'auteur principal. Cela veut dire qu'il est complice, cette personne, elle est complice de la deuxième personne qui fait le guet, et c'est en ce moment qu'on a élaboré cette théorie de complicité, de la complicité, complice du complice, et on s'était posé la question de savoir si la complicité de la complicité, le complice du complice est aussi poursuivi et réprimé. Effectivement, la jurisprudence, elle est abondante dans ce sens. Toute la chaîne de la complicité est réprimée à condition que ça soit, en tout cas, que les agissements soient faits en connaissance de cause, parce que c'est une infraction, en tout cas intentionnelle. On ne peut pas poursuivre quelqu'un par omission s'agissant d'une complicité. C'est une infraction active, et donc toute la chaîne de la complicité est réprimée par la loi. Donc en dehors de cette théorie à laquelle nous amène ce thème, peut-être c'est de glisser un peu sur la complicité qui est prévue par la loi portant sur les manifestations sur les voies publiques. Vous allez sans nul doute constater que dans cette loi, on parle des organisateurs de la manifestation, et donc du point de vue de la loi, on dit que ces organisateurs sont considérés comme complices des actes répréhensibles qui seraient commis pendant la manifestation. On a eu ces débats à un moment donné devant des juridictions, où les juridictions avaient comme interprétation de l'existence d'une complicité automatique, donc qui n'a rien à voir avec les éléments classiques que nous connaissons, que je viens de citer tantôt, de l'article 48 et 49 du Code pénal. Mais la Cour constitutionnelle a pratiquement recadré cette position de nos tribunaux en disant clairement qu'il n'existe pas de complicité automatique, et obligatoirement il va falloir revenir vers les moyens classiques, les éléments classiques qui sont prévus par le Code pénal pour prouver. Les organisateurs, par exemple, des manifestations publiques, en tout cas pour une manifestation au cours de laquelle il y a eu des agissements, des actes qui ont été posés, des actes répréhensibles, ils ne sauraient être en tout cas complices sans pour autant qu'on puisse établir qu'ils ont soit fourni les moyens, qu'ils ont soit provoqué ces infractions, notamment à travers peut-être des réunions avec des gens qui ont brûlé des pneus, avec des gens qui ont fait ceci, cela. Donc finalement la Cour constitutionnelle a recadré le débat pour nous ramener encore dans le Code pénal et dire que c'est toujours ces éléments qui sont appréciés, sinon on ne saurait parler de complicité automatique.